Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du Petit Exo de Colle, aujourd'hui numéro 71. Et pour ce numéro, je vous propose un exercice qui, j'espère, vous intriguera. On va travailler avec n nombres premiers 2 à 2 distincts et on va montrer que la famille formée des Ln de pays est une famille Q libre. Alors cet exercice est tout à fait atteignable pour un élève de première année de classe préparatoire, à condition qu'il ait vu les notions de famille libre. Quelques notions également d'arithmétique, car vous vous en doutez bien, il y a des nombres premiers, et donc qui dit nombre premier dit très fortement qu'on a besoin d'arithmétique. Donc oui, on va pas y couper en fait dans cet exercice, on va avoir besoin des nombres premiers. Et donc de l'arithmétique autour de tout ça. Ce qui est assez intéressant autour de cet exercice, c'est le fait de manipuler une question d'espace vectoriel sur un corps autre que R ou C. C'est quand même assez intéressant, peut-être intriguant aussi, de travailler des familles qui vont être Q libres. Donc on peut très bien prendre un ensemble de réels, ce qui est exactement ce qu'on est en train de faire là, prendre un ensemble de réels et se poser la question, est-ce que cet ensemble de réels est Q libre? Alors, qu'est-ce que ça veut dire Q libre? Donc Q linéairement indépendant aussi, on peut dire ça comme ça. Ben, c'est tout bête, c'est juste demander à ce que ce soit libre, mais on demande à ce que les coefficients qu'on choisisse soient des rationnels. Donc ça veut dire que pour n'importe quel alpha 1, alpha n, un uplet de rationnel, bien, ce qu'on va demander c'est est-ce que la somme, enfin si la somme des alpha i ici ln de pi vaut 0, pour i allant donc de 1 à n, si cette somme vaut 0, alors il faut montrer que tous les alpha i sont nuls. Voilà. Donc la grosse différence, à vrai dire, la notion de linéairement indépendante, c'est la même que dans R ou dans C. La seule différence, c'est qu'on ne travaille plus avec tous les réels ou tous les complexes, on travaille avec les rationnels. Différence très notable par rapport à, bien sûr, à l'exercice qu'on est en train d'attaquer. Ça va être assez important, parce que si je demandais à savoir est-ce que cette famille est R libre, évidemment que ça n'est pas le cas. À partir du moment où je vais avoir deux nombres premiers, je peux très bien faire un lien entre ln de P1 et ln de P2. Et donc en fait ça va être une question de multiplier, diviser, ça va être assez rapide de vérifier que deux nombres réels sont collinaires l'un par rapport à l'autre si je travaille juste avec des réels, et si je demande est-ce que cette famille est R libre, ça va pas être le cas, bien évidemment. Mais par contre Q libre, ça devient un petit peu plus intéressant car on n'a pas le droit de prendre n'importe quel réel. Et notamment les ln de PI, ce sont pas des rationnels. C'est un exercice classique d'ailleurs de montrer que ln de PI est un nombre irrationnel. Donc voilà, c'est un exercice tout aussi classique que de démontrer que racine de PI est un nombre qui n'est pas rationnel. C'est vraiment le même genre de raisonnement, bon peut-être pas direct, mais tout aussi intéressant en tout cas. Donc voilà, je pense que j'ai dit suffisamment de choses. Alors il va y avoir quelques conséquences autour de cet exercice que je vais pas dire maintenant. J'aimerais vous inviter à faire une pause donc sur la vidéo pour essayer de résoudre cet exercice avant que je ne vous propose une résolution possible. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Et on est parti pour une résolution. Donc en effet, ce que je vais démontrer, c'est exactement ce qui est écrit ici. D'accord? Donc je vais prendre un ensemble de rationnels, donc soit alpha 1 jusqu'à alpha n des rationnels tels que je veux que la somme des alpha i ln de pi, donc alpha i allant donc de 1 à n, pardon, valent 0. Et le but du jeu, ça va être de démontrer que tous les alpha i valent 0. Alors ce que je vais faire dans un premier temps, en fait, bon c'est peut-être pas évident ce que je vais faire là petit à petit, mais je vais vous dire en fait la direction que je vais prendre. La direction que je vais prendre, c'est que cette égalité, je vais pouvoir la ramener en une égalité entre deux nombres qui vont avoir une décomposition en facteurs premiers qui vont être distinctes. Comment on va faire ça? Eh bien l'idée c'est que dans un premier temps, je vais me débarrasser du fait qu'on a des rationnels et me ramener à des entiers relatifs. Une fois que j'aurai fait ça, ce que je vais faire, c'est que je vais ensuite découper ce qui est partie positive et partie négative, et la partie négative la mettre de l'autre côté. Comme ça, je vais avoir que des combinaisons linéaires faisant intervenir des entiers positifs. Puis une fois que j'ai fait ça, je rentre tout dans les ln,
Et avoir ln de quelque chose égale n d'autre chose, ça veut dire que les deux choses en question sont égales. Donc je vais pouvoir me débarrasser du ln. Et en fait, c'est là où je vais voir qu'en fait on a une égalité entre la décomposition de deux nombres qui sont a priori potentiellement différents. Et on a la même décomposition. Enfin, on va se retrouver donc avec deux nombres qui vont avoir des décompositions en facteur premier qui seront distinctes. Mais le seul moyen pour que ce ne soit pas distinct, c'est on va avoir une condition autour des exposants. Les exposants seront exactement seront liés aux alpha i. Voilà en quelques mots ce qui va se passer. D'accord ? Donc la première étape, c'est j'aimerais me ramener en fait à une relation qui fait intervenir que des entiers. Maintenant que je vous ai dit toute la ligne, il reste à la suivre. Donc je sais qu'alpha i c'est des rationnels, donc je peux toujours écrire, hein, donc il existe AI et BI, donc des éléments qui sont, si on veut, on peut dire, c'est des couples qui sont dans Z croix entier naturel non nul. Ok, tel que je peux écrire que alpha i c'est égal à AI sur BI. D'accord, donc tous les alpha i qui sont en jeu, je peux les écrire de cette manière-là. Et en les écrivant de cette manière-là et en faisant un bon produit, en fait je me ramenais qu'avec des entiers. Ok, donc en fait si je considère donc, soit P le produit des BI, hein, je peux le faire de manière abrupte, hein. Donc si je considère le produit des BI pour I allant donc de 1 à N, alors on peut vérifier, c'est pas très dur, que alpha fois P, c'est un nombre relatif. Donc alpha i fois P, ça va être un nombre relatif, très lié à AI, hein. Ça va être AI fois le produit des BJ, J différent de I, hein, essentiellement, si on voulait être précis. Ça va être important pour la suite, mais donc je peux peut-être l'écrire si vous voulez. Donc ce alpha i fois P, c'est en effet AI fois le produit des BJ, J différent de I. Voilà, histoire de préciser un petit peu ma pensée. Et ces nombres-là, je vais leur donner aussi un nom, je vais les appeler CI. Je vais leur donner un nom. Grâce à ça, donc si je multiplie par P la relation étoile, donc si je fais P fois la relation étoile, je m'en trouve alors avec une somme des CI ln de PI pour I allant de 0 à N. Enfin de 1 à N, pardon. Et puis maintenant, je vais distinguer ce qui est CI positif et CI négatif. Donc, exactement comme je vous l'avais expliqué, ce qui va être positif va rester à gauche, et ce qui est négatif va se retrouver à droite. Donc, je me retrouve avec la somme pour I allant de 1 à N, tel que CI est positif. Positif strict, tant qu'à faire, on peut se débarrasser des cas où il y a des AI qui sont nuls. Et les AI sont non tous nuls, hein. D'ailleurs au passage, hein, c'est l'hypothèse. Enfin, on peut se poser la question est-ce que les AI sont nuls ou pas, mais voilà, à condition. On peut très bien se dire ok, cela, là je considère juste strictement, et strictement, on se débarrasse des zéros potentiels. Très bien, donc je vais avoir CI ln de PI à gauche, égale, et là je vais faire la même somme, hein, sauf que cette fois-ci je vais prendre les CI qui étaient négatifs, moins CI fois ln de PI. Et là, je m'en retrouve donc avec une combinaison des ln de PI avec des coefficients qui sont des entiers positifs d'un côté, tout comme de l'autre. Sauf qu'il faut bien comprendre que les nombres premiers qui apparaissent de ce côté ne sont pas les mêmes que les nombres premiers qui apparaissent de ce côté-là. Puisqu'on a partitionné en fait l'ensemble des indices par rapport au signe des coefficients CI. Il faut bien comprendre ça. Ok. D'ailleurs, au passage, le signe des coefficients CI, c'est exactement le signe des alpha i, ou des AI, si vous voulez. Hein, donc, vraiment, on peut tout lier par rapport au calcul. Très bien, et donc, comme j'ai dit, je vais mettre tout le monde dans le même ln. Donc, si je mets tout le monde dans le même ln, je me retrouve avec ln du produit, encore une fois, pour i allant de 1 à n, avec CI positif, donc de PI à la puissance CI. Et de l'autre côté, je vais me retrouver avec ln du produit, pour i allant de 1 à n, CI négatif strict des PI puissance moins CI. Et maintenant j'ai égalité entre 2 ln, donc ça va impliquer que j'ai égalité des choses qui se trouvent à l'intérieur. Et vous voyez maintenant pourquoi je vous disais que ça allait avoir un lien
avec la décomposition en facteur premier, j'espère que vous le voyez vraiment là. Hop. Donc en effet, ça veut dire alors, c'est équivalent alors au fait de dire que le produit pour i allant de 1 à n, ci positif des PI-CI est égal au produit pour i allant de 1 à n, CI négatif de PI moins CI. Et donc, comme je l'ai expliqué, les facteurs premiers qui apparaissent à gauche et à droite sont totalement distincts. D'accord? Donc, les indices OR, l'intersection entre les indices I tels que CI est positif avec les indices I tels que CI est négatif, bah ça c'est vide. Ce qui signifie que les facteurs PI qui apparaissent à gauche sont totalement différents des facteurs PI qui apparaissent à droite. Donc les PI pour lesquels on a I tel que CI est positif, intersecté avec les PI I tel que CI est négatif, c'est vide. Et par unicité de la décomposition des nombres entiers en facteurs premiers, unicité de la décomposition en facteurs premiers des nombres entiers, donc là ici des nombres entiers positifs d'ailleurs, tant qu'à faire dans n étoiles, cela signifie alors que normalement les coefficients doivent coïncider de chaque côté. Le coefficient qu'on voit pour un nombre premier p ici doit être le même que le coefficient qu'on doit trouver pour le nombre premier p de l'autre côté. Donc autrement dit, la valuation p-adique à gauche doit être la même que la valuation p-adique à droite. Or, à gauche, il y a peut-être un PI qui n'apparaît pas à droite. Donc ça veut dire que la valuation p-adique qui est ici CI doit être nulle. Et moins CI également doit être nul. Donc c'est ce qu'on va obtenir. Alors on va obtenir, donc, par cette unicité, on a égalité d'évaluation p-adique des deux nombres ce qui implique que pour tout i, CI est nul. On ne peut pas avoir donc strict positivité et strict négativité, ça veut dire que les produits sont vides. Une autre façon de dire, ça veut dire que les produits sont vides. Quand les produits sont vides, ça veut dire qu'on a 1 égale 1, bien sûr. Donc voilà, très bien. Alors ça veut dire que tous les CI sont finalement nuls. Si les CI sont nuls, je remonte un CI, c'était ça. Je sais que les BJ étaient supposés tous non nuls. Donc ça veut dire que AI est nul, et si AI est nul, ça veut dire que alpha I est nul. Je vais mettre la conclusion ici. Ainsi, CI nul implique AI nul implique alpha I nul pour tout I. Et voilà ce qui conclut l'exercice. On vient de démontrer que la famille des Ln de PI est bien une famille Q libre. Bon voilà, donc j'ai terminé avec cet exercice. Alors j'aimerais dire 2-3 mots autour de cet exercice qui peuvent être intéressants. Le premier mot que j'aimerais dire, c'est que maintenant qu'on a démontré ça, en fait, c'est assez facile de montrer que R est un Q espace vectoriel de dimension infinie. En effet, grâce au nombre premier, on peut construire une famille Q libre aussi grand qu'on veut. Donc ça veut dire que il n'y a pas de dimension finie pour l'espace des nombres réels par rapport à Q. Donc je vais le dire tout de suite. Ça c'est une conséquence très importante déjà. Conséquence. R est un Q espace vectoriel. Bon ça, c'est quelque chose de relativement évident. Ça demande d'y réfléchir un petit peu quand même. Pour ceux pour qui cette phrase-là n'a pas vraiment de sens, écrivez les axiomes. Juste un instant, écrivez les axiomes que doit vérifier un Q espace vectoriel et pensez au cas réel et vous allez voir que ça colle très bien. Donc en effet, et en fait de manière un peu plus générale, si j'ai un corps disons L, si j'ai un corps L qui est inclus dans un corps K, alors je sais que K est un L espace vectoriel.
D'accord, c'est un petit peu plus général. On a déjà vu ce genre de résultat, je crois, dans un autre exode-call. Je crois que c'était l'exode-call où il fallait montrer que tous les quasi-corps finis étaient... pardon, tous les quasi-corps, voilà. Ouais, c'est ça. Tous les quasi-corps finis étaient commutatifs. C'est le résultat de Wedderburn. Voilà. Qu'on a déjà traité sur la chaîne, en exode-call. Ma mémoire n'est peut-être pas très bonne, mais je crois que le numéro c'était peut-être numéro 29, je suis pas sûr et certain, mais je vous mets le numéro de l'exode call et le lien de cet exode call en description si ça vous intéresse, mais dans cet exode call on utilise notamment ce truc là, et donc là Q est un sous-corps de R, donc la propriété ici est bonne, hein, on a bien la possibilité d'écrire R comme Q espace vectoriel, et donc c'est un Q espace vectoriel de dimension infinie. Infini parce que on sait qu'il y a une infinité de nombres premiers distincts 2 à 2. Donc, car il existe une infinité de nombres premiers. Donc c'est une conséquence très directe du fait que on a réussi à construire une famille Q libre qui dépendait des nombres premiers. Un autre truc que j'aimerais dire, et qui peut être tout aussi intéressant, je l'ai pas mentionné, mais je l'ai presque mentionné, on pourrait faire un exercice à peu près analogue. Bon, ça demande un peu de boulot quand même, mais on peut faire un exercice analogue en regardant la famille des racines de pays. D'accord, donc exercice analogue, mais plus compliqué. C'est de regarder la famille des racines de pays. Vous pouvez montrer, si vous le souhaitez, que la famille des racines de pays est également Q libre. Voilà, par contre, c'est un peu moins facile à démontrer, et je ne le ferai pas. Je voulais vraiment vous parler de cette famille-là qui est un petit peu plus simple à manipuler, mais il y a des choses qui ressemblent beaucoup au raisonnement que j'ai utilisé pour les LN. C'est juste que, voilà, je pense que le premier effet que vous avez probablement envie de faire, c'est d'enlever les racines carrées. Dites-vous un petit peu ça. J'ai envie peut-être d'enlever les racines carrées, donc il va falloir peut-être mettre au carré. Même si malheureusement ça peut amener à des expressions un peu pas gentilles. Et probablement qu'il y a une question de récurrence qui va apparaître. Donc c'est-à-dire que ce qu'on pourrait faire, c'est ok, je sais que si je prends n-1 nombre premier, les racines des pays vont être une famille Q libre, et puis je vais amener un nouveau nombre premier dans l'affaire, et j'aimerais réussir à montrer que cette nouvelle famille est encore Q libre. Donc après, évidemment, on fait étape par étape en disant oui, si je sais qu'il y a au moins un coefficient dans le lot, dans l'expression que j'ai dit égal à 0, s'il y a au moins un coefficient qui est nul, eh bien je peux me ramener à l'hypothèse de récurrence. Sinon, j'ai tous les coefficients qui sont non nuls, et là, c'est là où je vais faire la manipulation pour dire, ok, racine de Pn, si je veux, je peux le réécrire comme cette chose-là. Et puis une fois que j'ai fait ça, la question se pose ensuite, parce que là, c'est pas du tout évident du tout, d'essayer d'utiliser le fait que les pays précédents sont encore une famille libre. Donc il y a un moment donné, il faut essayer d'utiliser ça. Mais ouais, c'est quand même une manipulation loin d'être simple à faire. Donc voilà, je ne vais pas le faire ici, mais si ça vous intéresse de jeter un coup d'œil, vous pouvez très bien le faire. C'est, je trouve, assez intéressant. Donc voilà, est-ce que j'ai d'autres trucs à dire concernant cet exercice qui peut être intéressant à savoir? Alors oui, peut-être un truc intéressant à dire, et je m'arrêterai sur ça, je vais juste le dire, je ne vais pas l'écrire. Mais un autre truc intéressant à dire, c'est que peut-être que vous vous dites, pour essayer de montrer que R est un Q espace vectoriel de dimension infinie, on pourrait s'y prendre avec... Bon, il y a d'autres types de familles que je pourrais prendre. Hein. Il y a vraiment d'autres types de familles, je pourrais prendre une suite successive de racines énième de 2 en fait. Je pourrais très bien... Donc un autre exemple de famille qui fonctionnerait si je voulais, ce serait de faire les racines énièmes de 2. Mais il se trouve que ça va être une famille Q libre. Et pour ainsi dire, ça vient, je mets environ parce que c'est pas tout à fait ça, mais ça vient du fait que la famille des polynômes x puissance n-2 est libre et Q libre. Donc ça va venir de ça en fait. Donc le fait que ces polynômes-là soient Q libre va impliquer d'une certaine manière que cette famille-là est libre.
Pas évident, encore une fois, c'est pas évident comme affaire à démontrer, mais c'est une conséquence, on va dire, cette chose-là. Donc on pourrait très bien regarder d'autres familles pour savoir si la famille est équilibre, pour savoir si l'espace vectoriel a une dimension infinie. Mais un autre truc peut-être qui vous viendrait à l'esprit, ça serait potentiellement de regarder des normes qui sont peut-être pas équivalentes. Hein. Si on arrive à montrer que des normes sont pas équivalentes, alors l'espace vectoriel a une dimension infinie. J'aimerais vous rappeler quelque chose, que ici ce n'est pas vrai. Si on travaille avec des Q espaces vectoriels, la propriété n'est plus vraie, tout simplement parce que Q n'est pas un espace complet. Je vous avais donné un exemple très intéressant, je crois, probablement dans un autre exo de colle, que je vais rappeler ici. C'est si je travaillais avec Q racine de 2. Donc Q racine de 2, c'est l'ensemble des éléments qui s'écrivent comme ceci, avec 1 et B des rationnels. On peut vérifier que c'est de dimension 2 sur Q. Pas très difficile, il suffit de vérifier que 1 et racine de 2 forment une famille libre. Et une fois qu'on a fait ça, on a gagné. Donc, forme une base en fait, même plus généralement bien sûr. Donc ok, donc le fait que ce soit de dimension 2, c'est pas trop difficile. Et une fois qu'on a vérifié que c'est de dimension 2, je peux vous donner deux normes qui vont pas être équivalentes. Donc par exemple, je peux prendre la norme N1. Donc N1 d'un élément là-dedans, ce serait la valeur absolue de Z, tout simplement. Et puis une autre norme possible, si Z je l'écris A plus IB, A plus racine de 2B, pardon. Plus racine de 2B. Je pourrais très bien regarder valeur absolue de A plus valeur absolue de B. Et il se trouve que ces deux normes ne sont pas équivalentes en prenant par exemple Z, une suite qui va tendre vers 0. Donc si je prends Z égale 1 moins racine de 2 à la puissance n, on pourrait s'amuser à vérifier que pour N1, ça va tendre, donc les N1 de Zn tend vers 0, alors que le N2 de Zn, lui, va plutôt tendre vers plus infini. C'est très intéressant comme exemple, hein. Je pense que ça peut être très bien d'avoir en tête que dans Q, ce n'est plus vrai, hein, cette histoire d'équivalence de normes par rapport à la dimension finie de l'espace. Et ici, c'est pas vrai parce que, en fait, dans la question d'équivalence des normes, c'est vraiment un truc caché dans l'affaire, mais c'est le fait que Q n'est pas un espace complet. Donc, cela vient du fait que Q n'est pas complet. Donc voilà, c'est une affaire très très profonde. Donc je rappelle que dire qu'un espace est complet, ça veut dire que pour la norme que j'aurais posée, bien sûr ça dépend quelle norme je pose, bon, donc je pourrais prendre juste la valeur absolue, mais pour la norme que j'ai posée, ça veut dire que n'importe quelle suite de Cauchy doit converger. Malheureusement, une suite de Cauchy dans Q, elle pourrait converger, mais elle ne va pas converger dans Q, elle va converger dans R. Et c'est là le gros problème. Quand je prends une suite de rationnels, il est tout à fait possible que cette suite de rationnels tende vers un nombre irrationnel. Donc racine de 2, pi même, si je voulais. Donc c'est pas impossible d'avoir une suite de rationnels qui tend vers un nombre qui n'est pas rationnel. Et c'est essentiellement ça qui fait que Q n'est pas complet. Donc n'importe quelle suite de Cauchy, si je prends une suite de Cauchy, elle ne va pas converger vers Q. Donc c'est le gros problème, et c'est justement le fait que c'est pas complet. Donc pour que ce soit complet, il aurait fallu que la suite de Cauchy converge dans l'ensemble, mais ça n'est pas le cas ici. Et donc ce qui se cache derrière cet exemple que je viens de donner, c'est le fait que malheureusement cet espace n'est pas complet. Et donc on peut se retrouver avec des normes qui ne sont pas équivalentes, bien qu'on travaille avec un espace vectoriel de dimension finie. Donc c'est pour ça que vraiment cette question d'équivalence des normes n'est vraie que si on travaille dans R ou dans C. Donc je pense que c'est très important d'avoir ça en tête. Donc voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire maintenant, à mon avis, voilà, je suis allé peut-être un peu plus loin que ce que je pensais dire, mais je pense avoir dit en tout cas le plus important autour de cet exercice. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cet exercice ou par le contenu de la chaîne de manière un peu plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me soutenir, puis à vous abonner, et de nouvelles vidéos vont se présenter à vous pour continuer à parcourir la chaîne. Sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!